Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait des boîtes qui ont totalement foiré et d'autres qui ont très bien marché. Et la réalité, c'est que j'ai lu beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Il y a énormément de conseils que les gens répètent, mais qui sont pas forcément des bons conseils. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te donner 9 conseils non conventionnels, donc qui vont peut-être un peu à l'encontre de ce que tu as pu voir. Et à chaque fois, je te partagerai en fait une petite anecdote de choses qui nous sont arrivées pendant la croissance de l'Emlist à une valo du coup de plus de 150 millions en quelques années et surtout à la construction de ce business de façon internationale. Je pense que le premier conseil, c'est, et qu'on le voit souvent, il faut recruter des gens expérimentés si tu as envie de faire grossir ta boîte. La réalité, c'est que si tu le fais trop tôt, ça va tuer ta boîte. Et je vais te donner un exemple très concret. Il y a eu un moment où on avait décidé de recruter quelqu'un sur un poste assez clé. Je vais pas mentionner le département pour pas que ça soit trop obvious. Et cette personne, en fait, est arrivée chez nous et c'était un roi de la communication, un roi de la politique. Il avait un track record de malade, donc il avait bossé pour toutes les super boîtes tech allant de Microsoft, Google. Donc sur le papier, c'était vraiment genre la recrue star. Sauf que en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui ne savait absolument pas exécuter. Et pire que ça, qui avait des timelines de grands groupes. Donc pour lui, tu vois, lancer un projet et avoir une deadline pour ce projet, envisager quelque chose en moins de 2-3 mois, c'était inimaginable pour lui. Alors que nous, on fonctionnait, tu vois, à shipper des nouveaux projets quasiment tous les jours. Les longs projets ou les longs développements, c'était peut-être une semaine. Et en réalité, quand tu lances ta boîte, avoir des gens comme ça qui ralentissent de ouf le process d'itération, surtout si tu fais du logiciel, c'est un non-sens. Donc, je pense que ça peut être cool d'avoir des gens plus expérimentés quand ta boîte a déjà atteint un certain stade et une structure. Mais si tu viens juste d'avoir ton product market fit, globalement, je te déconseille fortement de le faire. Tu as évidemment des contre-exemples avec des gens qui peuvent être très expérimentés et très câblés et qui savent aussi exécuter. Mais ce que j'ai vu, c'est que la plupart des gens qui ont eu des postes de management dans des très grandes boîtes sont des gens qui savent plus exécuter et qui ont peur de passer à l'action. L'autre point vachement important, la démocratie, ça tue le momentum. Donc, je sais qu'on est dans une démocratie, une belle démocratie, ou en tout cas, on appelle ça démocratie. On peut peut-être challenger ça, mais ce sera une autre vidéo. La réalité, c'est que une boîte, c'est une dictature. C'est une dictature éclairée, mais ça reste une dictature. Il faut qu'il y ait des gens qui décident. En général, les founders, donc sûrement toi, si tu regardes cette vidéo. Euh, mais en fait, le problème, c'est que je vois trop souvent que comme on vit dans un monde où on nous a appris depuis qu'on est jeune à faire en sorte que le consensus soit toujours la voie de résolution d'un conflit, c'est-à-dire faire en sorte que on puisse entendre tout le monde et que chaque voix ait son importance. En réalité, pour avoir monté quand même plusieurs boîtes à plusieurs millions ou dizaines de millions de revenus, je suis convaincu que tout le monde n'a pas de bonnes idées. Et je suis convaincu que la plupart des gens, d'ailleurs, ont des idées qui ne sont pas forcément bonnes. Et ça ne veut pas dire que toutes les bonnes idées sont celles qui arriveront à faire des projets les plus ambitieux, mais ça veut juste dire que ça ne sert à rien d'écouter tout le monde. Qu'en fait, il y a des moments où toi, en tant que fondateur, tu as fait des choix spécifiques pour de bonnes raisons, et il faut apprendre à écouter ton instinct. Parce que le moment où et nous, ça nous est arrivé plein de fois, hein. On a voulu essayer de faire quelque chose de beaucoup plus démocratique. En fait, on s'est rendu compte que quand tu fais vraiment des tours de table très poussés et que tu essayes de trouver une solution qui est un peu un mélange, un entre-deux, et ben en fait, tu vas faire quelque chose qu'on va appeler de très vanilla, c'est-à-dire qui globalement ne va pas créer énormément d'engouement de la part de tes utilisateurs. Et donc forcément, bah, ça va pas fonctionner. Ensuite, le troisième point, et ça, je pense que ça s'adresse vachement aux Français, c'est l'obsession du produit et de la marque. En fait, c'est pas une vraie obsession pour le produit et de la marque, c'est souvent une peur de vendre. Je pense que je t'avais partagé cette anecdote il y a pas très longtemps quand j'ai rencontré un founder très smart qui connaît plein de choses au business. Et en fait, le gars, il veut pas vendre. Il se plaint de son revenu, il se plaint du cash, mais la réalité, c'est qu'il veut pas vendre. Genre, je lui avais fait le test assez classique où je lui dis, bah vas-y, si d'ici
3 semaines ou un mois, tu as besoin d'avoir 2 fois le revenu parce que sinon, tu pourras pas payer un hôpital privé à ta femme pour X ou Y raison. Qu'est-ce que tu ferais? Et il me répondait évidemment de la vente. Et après, quand je lui demandais, tu vas faire quoi la semaine prochaine? Et sa réponse était de retourner sur le produit. Et donc, je pense que ça, c'est un truc, il faut faire vachement gaffe. Et on a tous tendance à le faire. C'est normal. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire que c'est OK d'avoir peur de vendre. Mais il faut juste commencer à déconstruire mentalement pourquoi est-ce qu'on a peur. Et en fait, la réalité, c'est que la vente, c'est le feedback le plus direct avec ce que tu fais. Donc, que tu aies un produit ou un service, quand tu as créé quelque chose, vu que tu le considères un peu comme ton enfant, la vente, c'est potentiellement avoir quelqu'un qui dit que ton enfant, il est moche. Et ça, la réalité, c'est que tu veux que personne ne dise ton enfant, il est moche parce que pour toi, ton enfant, c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus magnifique du monde. Et donc ça, c'est vachement important de vraiment déconstruire ça et plutôt de se dire que si tu as envie je garde la métaphore de l'enfant, mais que ton enfant devienne réellement le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, en fait, il faut que tu le confrontes à la réalité. Et la réalité, c'est des gens qui en auront rien à foutre de ton produit et de ton service et qui te diront la vérité. Et la seule façon de le faire, c'est par la vente. Ensuite, je pense que ça, c'est un truc aussi que je vois beaucoup dans les startups tech. Et je vais donner des contre-exemples juste après de startups qui marchent. Mais il y a énormément de personnes qui pensent que quand tu construis un produit lentement, c'est parce que tu es perfectionniste ou méticuleux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit des boîtes qui se lancent et qui atteignent avec des records de croissance, des revenus jamais atteints auparavant. Donc la barre iconique des 100 millions de revenus récurrents annuels, elle est atteinte maintenant par certaines boîtes en quelques mois. Ce qui est réellement, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'avant, le playbook classique du software, c'était de dire, je crois que c'est un truc, tu fais x5, 2 fois, et après tu fais 3 fois, et tu multiplies par 3 ton revenu, et après par 2. Donc en gros, c'est ce qui te permettait d'aller à 100 millions d'ARR globalement, je crois que c'était 5-5, 3-3, 2 ou un truc comme ça. Donc en 5 ans, c'était un peu le Graal. Et parce que quand tu atteignais du coup les 100 millions d'ARR, on savait que tu pouvais revendre ta boîte aux alentours du milliard si tu avais bien évidemment eu ce type de croissance. Et donc là, on entre dans un paradigme qui est totalement différent puisque il y a des gens qui arrivent à shipper extrêmement rapidement. Et la raison pour laquelle les gens ils shippent vite, c'est parce que c'est le meilleur moyen d'avoir du feedback utilisateur et d'itérer. Je sais que c'est rassurant d'être derrière son écran à se dire tiens, quelle fonctionnalité je pourrais rajouter, qu'est-ce qui va faire que mon produit est exactement comme je l'imaginais. La réalité, c'est que pour te lancer, tu as besoin d'une fonctionnalité qui résout un problème spécifique pour un persona ultra spécifique. Et quant à ça, là, ça fonctionne. Le point numéro du coup 5 qui va évidemment avec ce que je viens de dire, si ton produit est pour tout le monde, il est pour personne. C'est peut-être un peu basique comme conseil, peut-être que c'est plus conventionnel que les autres, mais la réalité, c'est que je le vois encore trop souvent. Je vois encore trop souvent des gens qui ont l'impression que de dire que si leur produit est juste pour les marketing managers, c'est suffisant. Non, il faut aller beaucoup plus deep. Tu ne peux plus te permettre aujourd'hui dans un monde où l'IA en fait te permet de coder extrêmement rapidement, de verticaliser à une rapidité qui a jamais existé auparavant, tu peux plus te permettre de dire que ton produit est pour une catégorie de personnes. Il faut que tu ailles beaucoup plus niche. Il faut que tu ailles sur la taille de boîte, il faut que tu ailles sur le secteur, sur la région. Il y a plein de choses qui te permettent de nicher, mais juste le job title, ça sera plus suffisant. Après, un autre point aussi que je vois très souvent, et ça c'est souvent chez les fondateurs tech, et je sais qu'il y en a pas mal qui regardent la chaîne, mais en gros c'est de dire qu'il y a plein de gens qui me contactent et qui commencent à me parler du problème de leur marketing. Ils sont persuadés que leur produit est génial. La réalité c'est que oui, le marketing ça fait beaucoup, mais si ton produit c'est de la merde, et ben en fait les gens ils n'auront pas envie d'en parler ou ils en parleront mal, mais bon du coup c'est pas fou pour toi. Donc souvent, c'est que ton produit est trop complexe, tu n'as pas assez clarifié qui est ta cible, quel est le problème que tu résous, et de ce fait, en fait, ça crée énormément de confusion et donc un produit, encore une fois, vanilla, donc qui plaît à très peu de personnes. Ouais, ça c'est ça c'est un conseil, je sais pas si on peut trop le dire comme ça, mais je vais essayer de le reformuler, mais la plupart des fondateurs n'ont pas besoin de coach, ils ont besoin de couilles, quoi, de balls, on va dire, voilà. Donc, tu
Tu as besoin d'avoir une colonne vertébrale. Il y a un moment où si tu as envie de te tenir debout et de faire en sorte d'avoir un business qui tient debout, si tu n'es pas en capacité de prendre des décisions qui sont difficiles, tu ne mérites pas en fait d'avoir ce business. Et c'est aussi simple que ça. Et les décisions qui sont difficiles, il y en a plein. Et on va passer au conseil numéro 8 qui permet d'illustrer justement ça. C'est la culture, c'est qui tu tolères dans ta boîte. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu vas écrire sur les murs. Ce que tu vas écrire sur les murs, ça c'est Startup Nation bullshit qui sert absolument à rien. Bon, si c'est très joli, hein. Si je te fais visiter les bureaux, tu vas voir qu'on a certaines de nos valeurs qui sont écrites sur le mur. Mais la réalité, c'est que ça, on s'en fout en fait. Si tu dis que tu veux uniquement de l'excellence, que ça, c'est ce que tu as la culture de l'excellence. Ou en tout cas, je l'ai vu parfois, nous, on est une équipe de Champions League, on est une équipe de NBA, on veut que des super talents, machin. Sauf que derrière, tu parles à une des personnes de la boîte, tu te rends compte qu'ils sont teubés, quoi. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, en fait, dans ta culture, c'est ce que tu tolères. Et ce que tu tolères, c'est tes choix au quotidien. Donc oui, peut-être que Jacques, il est super sympa parce qu'il rapporte des chouquettes tous les mercredis matins. Mais si Jacques, en fait, c'est un gars qui, une fois sur deux, prend des décisions de merde, qui s'améliore pas, qui a aucune envie d'apprendre, mais qui est juste le gars sympa à la machine à café, et que toi, ça fait 6 mois qu'il est là et qu'il est payé au même salaire que Julie, qui, elle, est en train de tout déchirer parce qu'elle est super forte, et ben en fait, le seul truc que tu vas faire, c'est que tu vas dégoûter les meilleures personnes de ta boîte petit à petit. Donc en anglais, on appelle ça silence quitting. Donc c'est les gens qui démissionnent en silence sans te le dire. Donc ils commencent à bosser beaucoup plus en remote parce que ils bossent sur d'autres projets, ils se mettent en freelance, etc., etc. Juste parce que en fait, tu as toléré quelque chose que tu n'aurais pas dû tolérer. Et donc, une fois de plus, l'important, c'est vraiment de savoir prendre des décisions et d'avoir des conversations qui sont difficiles à prendre. Le conseil numéro 9, c'est le burn-out n'arrive pas quand tu travailles beaucoup trop. Alors là, je sais que ça peut, ça peut sûrement faire débat, mais je pense que le burn-out, il arrive quand tu te mens à toi-même pendant trop longtemps. Et la réalité, c'est que j'ai jamais rencontré un fondateur de startup successful faire un burn-out. J'ai jamais rencontré un mec qui travaillait ou une meuf qui travaillait sur un projet dont il était passionné et qui avait de la croissance et donc des résultats et qui a fait un burn-out. Souvent, en fait, c'est des gens qui travaillent extrêmement dur et qui se voilent la face, donc qui n'acceptent pas ce que le marché leur renvoie. Donc typiquement, un produit qui ne se vend pas bien, une croissance alors que tu n'as pas atteint le million d'ARR et qui va trop doucement. Je parle évidemment dans le monde des startups, hein. Je sais que de temps en temps, j'ai des commentaires sur YouTube avec des gens qui me parlent plutôt de leur PME, etc. Il n'y a vraiment aucun problème à faire une PME et aucun problème à avoir une croissance qui est beaucoup plus mesurée et dans le temps. Et d'ailleurs, il y a plein de business qui sont assez géniaux et qui font des cash cows, donc qui te permettent de travailler déjà sur un sujet que tu kiffes et ensuite d'avoir un revenu récurrent annuel qui est constant avec, bon voilà, tu as des beaux business, mais quand moi, vu que je parle plutôt de l'expérience startup, évidemment, quand je parle de taux de croissance, etc., ça peut faire un peu frétiller les PME. C'est pas du tout pour dire qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre, mais comme le but initial de la startup, c'est de faire quelque chose d'assez innovant, au départ, si ta croissance annuelle, elle n'est pas, tu vois, après 3 ans et tu tombes plutôt dans une croissance de PME, c'est-à-dire 20-30%, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas casser ce plafond de verre, mais il faut quand même ne pas se mentir à soi-même. Voilà, donc ça, c'est les 9 conseils non conventionnels. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as apprécié la vue. Je ne sais pas si on voit, mais derrière, c'est mon martre. Je vais tourner la table et faire une nouvelle vidéo. À très vite. Bisous. Pouh